Ça fait partie aussi de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit faire quand on est député, c'est d'aller jusqu'au bout, même si on sait qu'à un certain moment, on peut être critiqué, on peut être attaqué. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons ouvert les portes. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de dire si vous êtes des personnes engagées, si vous croyez au changement, si vous croyez que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il faut que les Français soient fiers d'être Français. Moi, je suis fière d'être française. Je suis née à Montpellier et je crois qu'on doit au moins redonner ça aux Français. On est dans un programme, dans une nouvelle façon de faire de la politique, dans une nouvelle façon de voir la France. Nous sommes au travail pour aboutir à une France plus juste et plus forte. Il y a un an, je suis arrivée à l'Assemblée pour la première fois le 21 juin 2017. Je suis arrivée à l'Assemblée avec un regard complètement différent, moi qui avais été collaboratrice de député de Gilbert Rozot. Quand je suis arrivée ce 21 juin 2017 et que je suis rentrée pour la première fois dans l'hémicycle, la première pensée a été pour mes grands-mères. Mes grands-mères qui se sont battues pour avoir le droit de vote. Ces femmes qui ont connu, qui ont été épouses d'anciens combattants, qui ont connu des moments difficiles de leur vie et me dire qu'aujourd'hui, elles n'avaient pas la chance de me voir. Et c'était une fierté pour moi d'être dans cet hémicycle et de représenter aussi les femmes de ma famille, les femmes françaises, les femmes qui ont une histoire particulière comme la mienne, des femmes qui peut-être ont quitté ou ont fui le régime franquiste à l'époque et se sont retrouvées en Algérie où elles ont connu de très belles années et puis elles sont revenues en France et en métropole plutôt. Et quand elles sont arrivées en métropole, eh bien, les choses étaient encore différentes pour elles. Et voilà, elles m'ont beaucoup apporté. J'ai eu une arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître et qui a connu d'ailleurs mes filles. Et tout ça, ça fait partie aussi de mon ciment, de ma façon d'être. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, mais ça a été ma première pensée quand je suis arrivée dans l'hémicycle. Et ma deuxième pensée, elle a été pour Georges Frêche. Deuxième pensée parce que j'ai cherché où il était dans l'hémicycle, où était assis Georges Frêche dans l'hémicycle, parce que c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Alors en règle générale, un député ou une députée n'a pas de semaine, c'est pas du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Les agendas se bousculent un petit peu, mais en règle générale, on arrive à rester en circonscription le lundi. Très souvent, on arrive à partir du lundi soir à Paris ou le vendredi matin tôt pour être à la première réunion de groupe du mardi matin. Et ensuite, le travail parlementaire s'enchaîne avec les auditions, avec les commissions, avec le travail en hémicycle, avec les multiples rendez-vous que nous pouvons avoir sur Paris. Parfois, nous sommes amenés à siéger aussi le vendredi et parfois même le samedi et le dimanche quand nous devons terminer une loi. Ça, c'est une semaine un peu compliquée quand nous devons rester le vendredi, le samedi ou le dimanche, parce que du coup, le travail en circonscription se voit diminuer. Sinon, on revient le jeudi soir ou le vendredi matin de bonne heure, et là commence le travail en circonscription, qui est le vendredi, le samedi, le dimanche et parfois le lundi. Donc, travail que nous faisons avec des rendez-vous que nous pouvons avoir à l'extérieur de ma permanence
Et sinon, je reçois à ma permanence. Il m'est arrivé aussi de recevoir le dimanche à ma permanence quand je me suis vue obligée de recaler certains rendez-vous. Et je crois que pour la première fois, nous avons enfin quelqu'un, enfin un président de la République, qui a décidé de dire on va arrêter de donner ou de saupoudrer juste pour dire d'avoir une bonne conscience politique. La conscience politique, c'est de trouver des solutions pour que les personnes en difficulté puissent sortir de chez elles, avoir une activité, retrouver des contacts qui les amèneront forcément à retrouver du travail ou à retrouver déjà l'envie de vouloir faire autre chose. Voilà. Et moi, je crois profondément à la politique que souhaite Emmanuel Macron et pour laquelle j'adhère depuis que Emmanuel Macron a décidé d'être candidat et ensuite président. Je crois que le choix d'Emmanuel Macron sur les investitures des députés de l'AREM sont aussi à voir comme une avancée. Parce que je crois que nous sommes 7 ou 8 députés à ne pas avoir le bac. 7 ou 8 députés, ça paraît très peu à l'AREM, mais en même temps, est-ce qu'il y a 20 ans, on nous aurait donné cette chance? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on nous aurait donné cette chance au mandat précédent. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons ouvert les portes. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de dire si vous êtes des personnes engagées, si vous croyez au changement, si vous croyez que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, eh bien moi je crois qu'effectivement Emmanuel Macron a prouvé que l'on pouvait être député sans être une personne peut-être avec ayant fait de hautes études. Voilà. Il a donné sa chance à tout le monde. Alors ce que je trouve bien aussi quand on a la chance de siéger comme moi au conseil de métropole de la ville de Montpellier ou au conseil municipal, c'est que quand vous avez une opposition qui raconte des bêtises, et souvent des mensonges d'ailleurs, j'ai la possibilité de rectifier, j'ai la possibilité de dire la vérité, parce que je crois qu'il est important de dire la vérité aux Français. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces conseils municipaux ou ces conseils de métropole sont filmés. Ce qui fait que je peux, moi aussi, garder ces vidéos pour montrer aussi aux Français qu'il y a des personnes qui leur mentent. Moi, devant la bêtise humaine, devant l'injustice, devant les discriminations, jamais je me tairai. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, je suis commissaire à la Défense, et donc on a des commissions, on travaille, on a des auditions. Donc, quand je ne suis pas dans l'hémicycle, c'est parce que je suis en audition. Et je ne vous permets pas de dire, monsieur, que je ne suis pas à Paris en train de travailler, parce que si mon mari me regarde, il va se demander quand même, moi qui suis le lundi soir, le mardi, le mercredi, le jeudi à Paris, il va se demander où je suis. Donc je ne vous permets pas de dire des choses pareilles. Merci. Il y a beaucoup de travail que l'on ne voit pas, le travail des auditions en commission. Moi, je fais partie de la commission de la Défense et des Armées. C'est une commission où très souvent nos auditions sont à huis clos. C'est pour cela que nos auditions ne sont pas filmées et on a donc du mal parfois à penser que nous sommes en train de travailler parce que le travail que nous faisons ne se voit pas forcément. Voilà. Donc, mais c'est tout le travail d'un député, c'est aussi d'être en commission et en audition. Parfois on peut avoir 2 heures d'audition dans une journée, mais on peut en avoir 6 heures ou 8 heures. Et il y a tout le travail aussi qui est en hémicycle. La charge de travail, la confiance que nous ont attribué nos électeurs, les Français, eh bien on se dit que jamais on ne doit les décevoir. Et pour ne pas les décevoir, il faut travailler. Donc moi j'ai toujours énormément travaillé. Et même si parfois c'est du travail dans l'ombre, je ne suis pas forcément quelqu'un qui me montre beaucoup, mais on peut me faire confiance. Je suis quelqu'un qui œuvre beaucoup
avec toujours le sentiment de me préoccuper au quotidien des Français et de tous les Français. Avec une loi de programmation militaire qu'on est arrivé à construire très rapidement, avec des amendements, je crois, dont on peut être fier, avec un travail voulu par la ministre des Armées et par la secrétaire d'État, Madame Parly et Madame Dariussec, notamment sur les conditions de vie de nos soldats et sur le plan famille. Je crois que le fait aussi d'avoir amené la parité dans l'hémicycle, on y est quasi à la parité, on apporte aussi, nous les femmes, peut-être un regard différent, un regard peut-être d'épouse, un regard peut-être et sûrement de maman. Et dans cette loi de programmation militaire, il y a un amendement dont je suis plutôt fière, que j'ai vraiment porté du fond du cœur, c'était la problématique du syndrome post-traumatique. Et il y avait un amendement, puisqu'il était inscrit dans la loi de programmation militaire, simplement nos blessés physiques. Nous nous étions engagés pour nos blessés physiques et j'ai pu amener à ce qu'on change et qu'on précise que les blessés ils peuvent être physiques, mais ils peuvent être aussi psychiques. Et voilà, donc c'est quelque chose qui me paraissait important. J'avais rencontré des militaires qui ont souffert bien après être partis de l'armée du syndrome post-traumatique. Et je crois que nous leur devons tout au long de leur vie cette reconnaissance. Voilà. Adopter ce projet de loi, c'est porter l'ambition de changer le quotidien des femmes et des hommes qui servent notre pays. Il est ainsi rappelé que celles et ceux de nos soldats qui éduquent à leur domicile un enfant handicapé peuvent, eu égard au temps qu'ils y consacrent, bénéficier d'une majoration allant jusqu'à 4 trimestres de leur durée d'assurance afin de bénéficier d'une retraite à taux plein. La prise en charge des militaires blessés psychiques, qu'ils soient encore dans l'institution ou qu'ils en soient partis, est un devoir moral ainsi qu'un enjeu de reconnaissance et donc d'attractivité, de fidélisation. Et rappelle la liberté pour nos militaires en toute indépendance de s'organiser afin de préserver et promouvoir leurs intérêts. Et plus précisément les règles de procédure et de compétences en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments de la Défense. Et il me semble qu'en tant que nouvelle députée, nous devons construire ensemble un avenir avec nos soldats pour qui j'ai un grand respect. Et pour faire très court, êtes-vous favorable à la création d'un fonds d'investissement pour les PME dans le secteur de la défense, comme il a pu être évoqué pour la cyberdéfense? Merci. Je dis que la LPM 2019-2025 est singulière en ce qu'elle est à hauteur d'homme et accorde une attention particulière aux conditions de vie des soldats. Avec le plan famille de 300 millions d'euros sur 5 ans annoncé par la ministre des Armées le 31 octobre,
Plusieurs mesures ont été prises. Je vous pose cette question parce que j'ai moi-même, par mes origines, découvert une erreur de l'histoire sur la guerre d'Algérie et sur la première victime des attentats de la Toussaint Rouge. Et donc c'est mes lectures qui m'ont conduit à cette découverte. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui vous avait vraiment marqué. Merci. Dans la loi de programmation militaire, j'avais porté 2 amendements sur les blessures, puisque c'était que des blessures physiques, et on avait rajouté les blessures psychiques. Sur ma circonscription, nous avons aussi un diplôme sur la cybercriminalité à Montpellier, et la ville de Montpellier aide beaucoup les start-up innovantes justement sur tout ce qui est cyberdéfense, et donc de faire en sorte qu'ils bénéficient bel et bien à des sociétés européennes. Merci. Merci pour cette question concise. Et Madame Laurence Strassour-Isner. Merci, Alors nous étions engagés avec Emmanuel Macron à transformer la France. Je crois que un an d'action, c'est aussi une loi d'habilitation du gouvernement à renforcer le dialogue social par ordonnance. C'est aussi une loi pour la confiance dans la vie politique. C'est aussi la loi de financement de la sécurité sociale. C'est la loi de finances. C'est aussi la loi sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. C'est la loi de programmation militaire. C'est aussi la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. C'est un peu, et il y en a d'autres, mais je crois que nous avons juste commencé à réformer la France. Donc au cours de cette année, il a fallu faire et il a fallu également expliquer. Expliquer que la mission d'un député ne se résume pas à une présence en tout moment dans l'hémicycle. Expliquer que les commissions, les missions d'information, les réunions de groupe, les auditions, les réunions de travail sont à ajouter au travail minutieux, lent et souvent méconnu de la fabrique de la loi. Expliquer qu'à vouloir être partout, au final, on n'est nulle part. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que nos concitoyens nous ont donné aussi cette chance, parce que j'ai été élue par les concitoyens. Si Emmanuel Macron me donne ma chance, les citoyens m'ont fait confiance. Et à ce titre, je ne les décevrai pas. Il y a aussi tout le travail qui est en relation avec la circonscription et qui permet aussi de pouvoir amender dans certaines lois avec des problématiques ou des différences de territoire.
Ciao bello! Le travail en circonscription, c'est aussi d'être au plus proche de ses concitoyens, de pouvoir comprendre les problématiques de territoire, mais aussi pouvoir s'y investir, participer aussi auprès de tous les maires de la circonscription sur les problématiques de leur commune, pour leur venir en aide. Pour citer un exemple, sur la loi du littoral ou aussi la loi SRU, les problématiques différentes entre le rural, l'urbain ou les problématiques rencontrées sur des villes qui sont aussi des communes estivales. Et puis il y a aussi tout ce qui est commémoration, relations avec les entreprises, les visites économiques, qu'elles soient liées au sport ou aux différentes entreprises de notre territoire. Sans vous, on ne peut pas réaliser une loi. Sans les citoyens, on est isolé dans un bureau et on décide seul d'amender une loi. Et moi, je ne vois pas le rôle d'un député comme ça. Alors parfois, on est critiqué parce qu'on nous dit qu'un député est là pour faire la loi. Et bien, moi, je ferai la loi, mais je la ferai avec vous. Voilà. Depuis la création de la maison d'arrêt en 1990, jamais le nombre de détenus n'avait été aussi élevé. Si un prisonnier est bien, il sera mieux réinséré. Voilà. Et pour moi, c'est le plus important. Même les touristes, ils nous parlent toujours du Languedoc. Je crois qu'il y a vraiment cet ancrage du Languedoc. C'est une autre façon de travailler, c'est évident. On est plus attentif, et puis c'est plus grand. Je n'ai pas que la ville de Montpellier sur ma circonscription. Il faut aussi que je puisse avoir un regard sur les autres communes. Donc c'est un regard différent, c'est un travail différent. Madame, j'ai appris avec plaisir que vous fêtez le 17 août 2017 votre 100e anniversaire. Je tiens à vous exprimer, à cette occasion, mes très vives félicitations, accompagnées de mes vœux les plus chaleureux. Je sais que la célébration de votre anniversaire est l'occasion pour ceux et celles qui vous sont chers de vous témoigner toute leur affection. Vous avez décidé, après 40 ans de silence, de devenir, comme vous le dites si bien, la mémoire vivante, mais presque irréelle, de la barbarie du régime nazi et de cet enfer que vous avez connu. Je veux saluer ce choix et vous remercier pour les nombreuses actions que vous avez menées au service de la transmission du souvenir de cet épisode tragique. Votre travail est particulièrement précieux auprès des jeunes générations, tant il leur rappelle l'importance de défendre la paix et les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous avons envers vous, ainsi qu'envers toutes les autres victimes de la Shoah, un devoir, celui de porter vos voix. En vous adressant mes amicales pensées, je vous prie de croire, chère madame, à l'assurance de mes hommages. Et il a écrit « Toutes mes félicitations et merci pour votre action, avec tout mon respect, Emmanuel Macron ». On a le droit de manifester. En France, le droit de manifester existe. Mais le droit de saccager, non. Manifester, c'est pas saccager, c'est pas taper sur la police. La police est là aussi pour sécuriser. Et je crois que dans ces moments-là, on doit apprendre à faire confiance aux policiers qui sont en exercice sur ces manifestations. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a été quand même très grave. Et donc, j'ai tenu à m'exprimer dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Donc, on m'a autorisé à poser cette question. Et effectivement, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. C'est que quand vous dites les choses avec conviction et vraiment avec
j'avais l'impression qu'on m'avait moi-même agressée. J'avais l'impression que moi-même j'ai été commerçante et je sais les difficultés que ça peut poser au niveau des assurances, des augmentations de primes après. Et donc j'étais vraiment, c'était pas de la colère, mais c'était de dire j'ai Montpellier chevillé au corps, il faut y aller. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que pratiquement tout l'hémicycle s'est levé, sauf une partie de l'opposition qui était plus ou moins attaquée dans cette question. Et les gens se sont levés, ont applaudi, et voilà. Et ça fait partie aussi de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit faire quand on est député, c'est d'aller jusqu'au bout, même si on sait qu'à un certain moment, on peut être critiqué, on peut être attaqué, mais voilà, je trouvais qu'il fallait le faire. Mais très vite, boulevard du Jeu de Paume, les choses dégénèrent. Sur le boulevard du Jeu de Paume, les éléments les plus radicaux s'empruntent alors à des commerces. Non, les forces de l'ordre ne cherchent pas à favoriser la violence. Non, ça ne fait pas du bien à un commerçant, pour reprendre les mots utilisés par les réseaux sociaux, de perdre une fraction de seconde, le fruit de ses efforts et de son travail. Non. Madame la députée Patricia Mirales à venir au pupitre pour son test. Monsieur le maire, chers élus, monsieur le DDSP, monsieur Porez, nous pouvons nous réjouir de nous retrouver une nouvelle fois réunis au pied du drapeau français, à côté du monument érigé pour que la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté ne tombe pas dans l'oubli à jamais. Enfin, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour tous les soldats qui nous ont quittés cette année et saluer ici leur engagement et leur courage. Député de notre circonscription, accompagné du président. Au mort.
Accorde à ceux qui vivent de la mer un temps favorable, une pêche fructueuse et le retour sain et sauf à bon port. Mais je crois que nous avons juste commencé à réformer la France. Nous avons encore 4 ans d'exercice, il faut continuer. Nous nous étions engagés il y a 1 an à réformer. Ce que nous faisons depuis 1 an, nous continuerons et nous ne lâcherons rien. Avec Emmanuel Macron, la feuille de route est très claire, nous ne lâcherons rien. Je sais que nous avons pris des décisions où nous avons travaillé sur des réformes qui sont impopulaires. Alors c'est courageux, je trouve, parce que souvent on entend quand nous sommes dans les marchés ou quand vous faites les campagnes, les gens vous disent oui, nous en avons marre, on ne réforme pas, il y a des avantages pour les uns. Alors chacun voit midi à sa porte, c'est vrai. Je crois que la France avait besoin d'être réformée. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas en 1 an faire ce que d'autres n'ont pas fait depuis 30 ans. En 1 an, je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Nous sommes engagés à continuer, nous continuons. Le passé ne m'appartient pas. Je regarde l'avenir. Est-ce que vous êtes prêts avec nous? So, you're back, don't mind his face. I should have kept on you here without some look upon your face. I should have told that you were new. I should have had your making key.